Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour en ligne, bonjour dans la salle. En ligne, est-ce que vous m'entendez bien? Je vois Marius hocher de la tête, donc merci, monsieur. Donc, écoutez, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à cette troisième matinée organisée par le Centre de recherche en droit public. Je me présente Nicolas Vermeer, je suis le directeur du Centre et il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette discussion autour de la thématique des décisions politiques et controverses environnementales. Pour animer cette décision aujourd'hui, nous accueillons ma collègue au Centre de recherche en droit public, la professeure Alice Friser, qui est professeure à l'Université du Québec en Outaouais, qui est titulaire d'un doctorat en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal et d'une maîtrise en sciences de l'environnement, ainsi que d'un baccalauréat en anthropologie, donc qui a vraiment touché à divers domaines. Alice est experte en développement durable et en responsabilité sociale et elle s'intéresse à la question de l'acceptabilité sociale et aux trajectoires des controverses sociotechniques. Son répondant dans le cadre de cette activité sera mon collègue Hugo Tremblay. Hugo est nouvellement secrétaire de faculté à la faculté de droit de l'Université de Montréal, également professeur, évidemment, et chercheur au Centre de recherche en droit public. Ses recherches portent sur le droit des ressources naturelles, de l'énergie et de l'environnement. Et donc, sans plus tarder, je cède la parole à la professeure Friser. Parfait. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui pour parler de controverses environnementales parce que c'est un sujet qui me passionne depuis plusieurs années. Particulièrement ravie d'être ici avec Hugo parce qu'on ne se connaît pas, donc c'est aussi l'occasion pour nous d'échanger. On a des intérêts en commun, donc je suis très contente. J'ai prévu dans ma présentation d'aborder plusieurs types de controverses. En fait, les controverses environnementales qui sont suscitées par plusieurs types de décisions politiques, dont celles qui peuvent émerger suite à une audience publique du BAP. Quand on s'est rencontrés au départ avec Sylvain, c'était un petit peu l'idée d'aborder la relation paradoxale entre le BAP et le ministère de l'Environnement. Donc, c'est quelque chose dont je vais parler peut-être un petit peu plus en profondeur. Et je me suis donné comme objectif d'expliquer ces controverses de diverses natures et de diverses origines sous l'angle d'une notion dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est celle de l'acceptabilité sociale. Donc, vous êtes peut-être déjà sensible à cette notion, mais en tout cas, c'est ce que je vais aborder un peu plus en profondeur avec des exemples tirés de l'actualité. Donc, peut-être que ce sera l'occasion d'échanger un peu plus. Alors, avant de commencer, je vais partir d'une observation. Toutes les décisions politiques liées à l'environnement ne sont pas controversées. Donc, ça, il faut quand même le préciser. Certaines décisions sont en fait très bien accueillies. Elles traduisent des belles avancées en matière de protection de l'environnement. Puis c'est le cas, par exemple, avec la loi adoptée cette année et qui met fin à la recherche et à la production d'hydrocarbures au Québec. Quelque chose qui était attendu, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, il y a de belles décisions qui sont bien accueillies. Il y en a d'autres qui le sont moins bien. Et il se trouve qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs depuis plusieurs années. Et il y en a de plus en plus quand on regarde l'actualité. Alors, l'idée de ce matin, c'est de comprendre pourquoi ces décisions sont controversées et de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir des décisions qui soient plus acceptées, mieux accueillies. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir, Hugo et moi, ce matin. Alors, j'en profite pour demander à tout le monde si vous m'entendez bien. Oui, Marius, hoche la tête. Parfait. Alors, commençons avec une diapo, juste pour... Ça fonctionne. Je parlais d'exemples récents de décisions controversées. En voici quelques-uns sur la diapositive qui est à l'écran. Ça va. Ça va. La loi qui concerne la conservation des milieux humides et des milieux hydriques, c'est un exemple que je trouve intéressant parce que c'est une loi qui vise à concrétiser finalement l'idée d'aucune perte et qui permet en fait aux promoteurs qui souhaitent construire sur des milieux humides de le faire, à condition de payer pour financer un fonds de restauration. Donc, c'est au départ une bonne idée et finalement, peut-être pas. Donc, c'est une décision en tout cas qui a été controversée. Autre exemple, qui n'est pas une décision, mais qui est plutôt l'exemple d'un projet, c'est le projet d'assouplir la norme sur le nickel, dont on a beaucoup entendu parler cette année.
et qui visait à permettre à des entreprises qui dépassent déjà cette norme de continuer à poursuivre leurs activités. Donc, autre type de controverse. Et puis, encore un, puisque je l'ai mis dans la diapositive qui est à l'écran, donc je vais en parler, c'est celui de l'usine du lac à la pêche, qui est une usine de filtration d'eau à Shawinigan et qui a été autorisée malgré des conflits. Et qui a fait les manchettes dernièrement pour possible conflit d'intérêts, mais surtout pour pollution. Donc on s'aperçoit que les conflits qui étaient à l'origine et qui auraient peut-être permis d'éviter la construction, l'autorisation de cette usine, auraient peut-être dû être pris plus au sérieux. Donc plusieurs types de décisions controversées. Et quand on regarde de près, on peut se poser la question finalement pourquoi? Parce que le Québec est bien équipé en matière de réglementation, en matière de loi. Il y a des outils qui sont très intéressants et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on se penche sur la prochaine diapo. Alors, d'abord un cadre réglementaire qui comprend des outils qui sont complémentaires. Donc, j'ai mis à l'écran un certain nombre de lois, mais bon, vous êtes juriste, je ne le suis pas, donc il y en a certainement beaucoup plus que ça. Ce que je trouvais intéressant ici, c'est que le Québec, comme d'autres provinces et d'autres États, a développé une loi sur l'environnement, donc la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, c'est pas le premier à l'avoir fait, mais en tout cas, ça a été fait au moment où tout le monde s'est penché sur la question. En 1978, puis c'est ce qui va retenir mon attention un peu plus dans les prochaines diapos, cette loi a été amendée et on a créé le bureau d'audience publique en environnement, sur l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose d'unique et de particulier au Québec. Ensuite, on a un ministère de l'Environnement, évidemment, pour encadrer l'environnement, une loi sur les pesticides et toutes sortes de lois qui vont encadrer les milieux hydriques, la conservation du patrimoine naturel, loi sur le développement durable, donc on a beaucoup entendu parler aussi, un commissaire sur le développement durable, chaque loi étant assortie de règlements, étant assortie d'outils, dont des stratégies pour mieux protéger l'environnement. Donc, quand on regarde bien, quand on regarde ce cadre réglementaire, beaucoup d'outils qui sont complémentaires et qui, en théorie, permettraient de protéger l'environnement comme il se doit. En plus de contenir des outils complémentaires, ce cadre réglementaire au Québec est d'avant-garde. Quand on regarde le BAP, on est habitué à ce BAP depuis des années, mais c'est un outil qui est vraiment particulier, qui est unique et qui, très tôt, en 1978, permet aux Québécois de protéger l'environnement en participant en fait, à l'analyse des dossiers avec le gouvernement par l'entremise donc de cet organisme qui est neutre et qui est consultatif. Donc ça, c'est quelque chose d'unique et de très intéressant. Alors, peut-être pour ceux qui connaissent un petit peu moins bien, je vais le présenter. Si je vous vois fermer les yeux, c'est que je passerai à autre chose. Rapidement, le BAP, donc, il faut préciser que c'est un organisme qui est donc gouvernemental, strictement consultatif, qui relève du ministre de l'Environnement. Donc, première chose à dire. Créé dans les années 70, ça je l'ai mentionné. Juste pour rappel, en fait, avant sa création en 1978, les promoteurs qui voulaient développer un projet pouvaient le faire sans avoir à consulter la population. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de demander un certificat d'autorisation au gouvernement. Et pas la peine d'informer, pas la peine de consulter la population. Donc, c'était très différent. Et on réalise moins la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir cet organisme-là, mais il joue une place très importante. Autre chose à dire, alors on parle d'un bureau d'audience publique sur l'environnement, mais c'est un organisme qui s'appuie sur les 16 principes de développement durable pour analyser ces dossiers. Donc, qui s'intéresse non seulement à l'environnement, mais qui s'intéresse aussi à l'économie, qui s'intéresse à la société, à la qualité de vie des citoyens. Donc, ce n'est pas strictement environnemental. Il y a beaucoup d'autres aspects qui sont pris en compte lors de l'analyse des dossiers. Et donc, plusieurs enjeux sont scrutés à la loupe. Plusieurs types de mandats dont peut se charger le BAP. Le premier type de mandat qui est le plus connu, qui est le plus fréquent, c'est l'audience publique. Donc je vais revenir un petit peu plus là-dessus. La consultation ciblée, qui est en fait une consultation qui, à la demande du ministère de l'Environnement, va porter sur des aspects particuliers ou qui va permettre de consulter certaines personnes ou certains groupes seulement. Donc ça se fait un petit peu moins que l'audience publique, mais ça se fait quand même. Et troisième type de mandat, c'est la médiation. Donc il est possible pour le BAP en fait,
d'exercer de médiation entre un promoteur et des parties prenantes. Donc, trois types de mandats. Dernière chose à dire pour faire, je pense, une présentation complète du BAP, c'est que cet organisme vraiment met un point d'honneur à respecter, à mettre en place toutes les conditions qui sont propices à la participation du public. Donc, il est question ici, c'est ce qu'on voit à l'écran, je ne vois même plus ma diapo, mais oups, je vais revenir en arrière. Il est question de respect, il est question de laisser parler toutes les personnes qui sont là, d'aller chercher le plus grand nombre de personnes, de laisser la parole à chacun. Donc, c'est quelque chose qui est particulier. Autre élément dont on peut parler ici, le BAP, à travers l'exercice de ces mandats, joue plusieurs rôles. Donc, il rend d'abord public l'information et il la rend facile d'accès pour que les citoyens puissent participer de manière éclairée. Il consulte ensuite la population, donc à travers des audiences, des séances publiques où chacun peut s'exprimer. Il va conférer à ses commissaires le pouvoir de questionner quiconque qui aurait des informations intéressantes pour appuyer un dossier et étayer davantage l'analyse, donc un pouvoir d'enquête. Et dernier élément, le BAP joue un rôle d'aviseur, puisque ça, on l'a déjà survolé. Il avise le ministère de l'Environnement en lui remettant à la fin de chacun de ses mandats un rapport dans lequel il va lui donner ses recommandations. En disant, pour telle raison, nous recommandons ce projet, ou alors on le recommande à certaines conditions, ou alors on ne le recommande pas du tout. Donc, c'est un rôle très important, et c'est finalement le rôle le plus important dans la prise de décision du ministère de l'Environnement. Alors, j'ai fait un petit schéma qui n'est peut-être pas très lisible pour les gens qui sont là et même pour ceux qui sont à l'écran. Je m'en excuse, mais je vais le présenter. Juste pour rappeler en fait comment ça se passe du début à la fin dans la prise de décision. Pour chaque dossier qui lui est confié, le BAP a entre 2 mois et 4 mois pour informer le public, tenir ses audiences et remettre son rapport. Donc, ça va dépendre du mandat qui lui est confié, parmi les 3 que j'ai présentés plus tôt. Et tout commence au moment où un promoteur a un projet qu'il veut soumettre au ministère de l'Environnement. Si son projet est assujetti à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, il doit développer une étude d'impact. Il doit l'envoyer au ministère de l'Environnement, et c'est le ministère de l'Environnement qui va décider de sa recevabilité. Et si c'est le cas, cette étude devient publique. Le promoteur informe la population de son projet. Le BAP rend publique l'information au sujet de ce projet, bien sûr, et la population a 30 jours pour solliciter une audience s'il le juge nécessaire. Le ministère peut le faire de lui-même s'il juge que le projet va faire parler de lui et va de toute façon susciter une audience. Donc, il peut le faire en amont pour que le projet se développe plus rapidement. Si la population, le ministre en fait la demande, donc le BAP va organiser une audience publique. Et là, l'audience va se dérouler en 2 parties. Donc, ça, c'est vraiment le plus important. La partie information, pendant laquelle, finalement, le promoteur, les citoyens, les groupes intéressés, les fonctionnaires, tous les acteurs qui sont susceptibles d'être intéressés, touchés par le projet en question, vont échanger sur le projet, et ça va être l'occasion de voir si le projet a des problèmes. Quels problèmes? Est-ce que le promoteur a pensé à tout? Est-ce qu'il y a des choses que les citoyens soulèvent comme questions qui lui donneraient l'occasion de réfléchir? Donc, première période, information qui est très importante. Deuxième période, une vingtaine de jours après, c'est une période pendant laquelle les citoyens, les groupes de pression, les municipalités, en fait, tous les gens qui auraient des questions, ou en tout cas des propositions à faire pour amender le projet, pour le bonifier, le font. Donc, ils ont 21 jours pour avoir le temps de rédiger un mémoire. Ils le présentent. Et là, c'est l'objet de débat. Et à la fin de cette audience publique, le commissaire donc, rédige son rapport, donc sur la base des transcriptions, sur la base des mémoires, sur la base des présentations, sur la base de son analyse, parce qu'il a mené une enquête à côté. Il va rédiger son rapport, l'envoyer au ministre de l'Environnement, qui lui va analyser le dossier
en regardant l'étude d'impact qui a été soumise, l'analyse qu'il en a faite en parallèle, et avec le Conseil des ministres, ils vont prendre une décision. Et c'est ce genre de décision-là qui peut être soumise à controverse pour plusieurs raisons. Alors évidemment, il y a d'autres possibilités de controverse dont on parlera aussi, mais je trouvais important de présenter ce processus en amont pour montrer que les citoyens se retrouvent en fait dans une petite partie du processus, mais qu'ils avaient quand même l'occasion de s'exprimer. Et donc, il fallait le préciser. Donc plusieurs dossiers qui ont été confiés au BAP à travers les années. Le BAP a rempli plus de 1000 mandats. Il a soumis plus de 350 rapports sur des projets précis ou sur des thématiques nationales plus larges. Donc, c'est quand même beaucoup. Les dossiers sur lesquels il a travaillé touchent aux aires protégées, au milieu écologique, à l'eau, à l'énergie, aux industries, aux matières résiduelles et dangereuses, aux mines, au pétrole, au gaz, au biogaz, aux routes, au transport. Donc ça, c'est des grandes catégories qu'on peut trouver quand on va sur le site du BAP. 70% des mandats qui lui sont confiés touchent à en fait trois thématiques qui sont les secteurs de l'énergie, du transport et des matières résiduelles. Mais voilà, donc c'était pour faire un petit tour sur cet organisme. Et pour conclure à ce sujet-là, peut-être rappeler en tout cas que c'est un organisme qui est très envié de par le monde, qui a été limité, il y a eu des limitations, donc c'est quelque chose qui est à rappeler. Alors, quand on regarde les lois qui existent, les règlements qui existent au Québec, quand on regarde le BAP, qui est un outil assez incroyable, on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de controverses? Il n'y a pas que des controverses, mais il y en a quand même. Donc, comment les expliquer? Donc, c'est la question à laquelle je vais maintenant tenter de répondre. J'ai quatre explications à cette question. Il y en a sûrement d'autres, mais je vais me pencher sur ces quatre-là. D'abord, beaucoup mieux comme ça. D'abord, il arrive que des projets qui suscitent un avis défavorable du BAP, donc que le BAP est jugé défavorable dans son rapport qu'il a remis au ministère de l'Environnement, soient quand même autorisés par le gouvernement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est susceptible d'entraîner des controverses, d'autant plus lorsque ces projets sont autorisés sans que le gouvernement n'explique les raisons de son choix. Alors, il faut rappeler ici que le gouvernement, dans ce processus, a la décision finale. Donc, la décision finale lui revient. Donc, c'est quand même au Conseil des ministres de décider d'approuver un projet ou pas. Il n'a pas à motiver sa décision, ni à indiquer pourquoi il a retenu ou rejeté les avis qui sont contenus dans les rapports du BAP. Donc, il faut quand même le dire. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir d'explication, souvent, pose problème chez les citoyens, chez les groupes qui se sont investis pendant les audiences et qui croyaient en leur proposition. Donc, c'est une des raisons qu'on peut présenter ici. Un exemple pour appuyer cette première explication, c'est celui du projet d'augmentation de la capacité d'entreposage des résidus miniers et des stériles à la mine de fer du lac Bloom, qui a fait l'objet d'un avis défavorable par le BAP et qui a été autorisé quand même, même si dans le rapport du BAP, en fait, il était précisé que ce projet allait détruire des milieux humides, 11 lacs, 15 étangs, 25 ruisseaux, etc., etc. Mais c'est un projet qui avait lieu sur la côte nord. Peut-être que c'est un des éléments qui a tranché pour l'autorisation de ce projet. Donc, premier exemple. Ce qu'il faut noter ici, c'est que 20% des avis du BAP sont défavorables selon les derniers chiffres sur le sujet, parce que j'imagine que ça mériterait d'être revu. Mais en 2015, on estimait que 20% des avis du BAP étaient défavorables, donc 20% des dossiers traités donnaient lieu à un avis défavorable. Je ne vois plus la statistique qui est en dessous. Donc, ça disait 80%, vous le voyez, c'est ça, moi je ne le vois pas. Donc 80%, donc 20% des avis défavorables et 80% des projets qui sont quand même acceptés par le gouvernement, si je ne me trompe pas.
C'est ça, parce que vous le voyez, mais moi non, donc j'essaie de me souvenir de ce que j'avais indiqué ici. Donc voilà, donc c'est une première explication donc, qui peut expliquer pourquoi on a des controverses environnementales suite à des décisions politiques. Autre explication, des projets qui mériteraient l'attention du BAP parce qu'ils sont susceptibles d'entraîner des impacts sur l'environnement, lui échappent. Alors, il y a plusieurs façons d'échapper à un projet du BAP. Soit c'est le promoteur qui fait tout pour éviter de passer par le BAP. Alors, il y a plusieurs techniques, mais l'idée, c'est de faire passer son projet comme étant un projet qui n'a pas beaucoup d'impact sur l'environnement. Donc, on parle le premier élément qui est mobilisé, utilisé par certains promoteurs, c'est donc l'impact sous les seuils. Donc le promoteur présente son projet de façon à passer sous les seuils d'assujettissement. Donc disons que je ne connais pas tous les seuils par cœur, mais on peut prendre l'exemple des surfaces inondées. Il faut passer par le BAP si un projet va avoir comme conséquence d'inonder telle superficie. Donc, le promoteur va présenter son projet comme étant un projet qui va avoir le moins d'impact possible en termes d'inondation et il pourrait de cette manière éviter de passer par le BAP. Donc, ça, c'est une technique qui est utilisée. Autre technique qui, je l'ai appris à un terme lui est propre, la technique du saucisson. Donc, ça, c'est une technique qui vise à présenter un projet par phase. Donc, un projet de route, on va présenter une parcelle de route comme étant un projet. Et forcément, cette parcelle de route va avoir moins d'impact que la route au complet. Donc, on va présenter d'abord une phase, et puis un an après, la deuxième phase et la troisième phase. Donc, comme ça, on peut éviter de passer par le BAP. Troisième technique, dernière technique, en ce qui concerne les promoteurs, c'est celle du centrage sur le noyau. Donc, c'est aussi un terme consacré, d'après ce que j'ai pu voir. Et là, on centre l'évaluation des impacts sur le cœur du projet sans tenir compte des structures qui ne figurent pas encore sur la liste. Donc, l'exemple qu'on peut rattacher à ça, c'est l'exemple de la centrale hydroélectrique. Donc, on va présenter au ministère de l'Environnement le projet d'une centrale électrique, mais on ne va pas lui présenter le projet de la ligne de transport qui va avec. On va lui présenter après. Comme ça fait moins d'impact et ça donne l'impression que le projet est plus acceptable et le gouvernement va les présenter séparément. De cette manière-là, on évite de passer par le BAP. Alors qu'en termes d'environnement, ce serait important, ce serait intéressant. Les citoyens auraient peut-être leur mot à dire. Donc, c'est le genre de technique qui peut être utilisé par les promoteurs. Deuxième cas de figure par rapport à cette explication, c'est que parfois les projets sont acceptés d'emblée par le gouvernement sans passer par le BAP, alors que toutes les raisons du monde sont là pour dire qu'il faudrait passer par le BAP. Donc l'exemple le plus connu et qui a fait le plus couler d'encre ces dernières années, c'est la cimenterie McInnis, donc à Port-Daniel en Gaspésie, qui a échappé au BAP, donc pour un détail technique, mais ça a été quand même accepté par le gouvernement, alors que c'est un projet qu'on considère aujourd'hui comme un projet, en fait c'est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre au Québec. Donc voilà, on peut comprendre qu'il y a eu des controverses à ce sujet. Donc grosso modo, dans cette seconde explication, on peut voir que les promoteurs et parfois le gouvernement cherchent à éviter, ou en tout cas cherchent à maîtriser le débat public. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils cherchent à éviter de passer par le BAP. Parce que discuter du projet, ça peut amener à soulever l'idée de peut-être l'empêcher ou peut-être de faire en sorte qu'il ne voit pas le jour. Donc, ça peut être embêtant. Autre explication, donc là j'en ai mis deux sur la même diapositive. Là, il n'est plus vraiment question du BAP, il est question de projets qui ont été acceptés par le gouvernement à certaines conditions, parce que ça arrive quand même très souvent, on accepte, mais à condition que au niveau du développement du projet, au niveau de la réalisation, au niveau de la reddition de compte, que tel et tel aspect soit pris en compte. Donc le projet est accepté et puis finalement on réalise une fois qu'on a donné le feu vert au projet que ces conditions sont pas du tout respectées. Donc là c'est les citoyens qui s'en rendent compte, ceux qui habitent à côté, quand les citoyens habitent à côté, parce qu'il y a beaucoup de projets qui ont lieu loin des communautés. Donc là c'est l'exemple de la cimenterie McInnis, encore une fois, qui a été acceptée, puis qui a été acceptée sans BAP.
et qui, on le voit aujourd'hui, est un gros émetteur de gaz à effet de serre. Autre exemple, et puis dernière explication, c'est une explication qui est reliée. Les projets sont acceptés par le gouvernement, mais ces projets-là ne respectent pas les normes de pollution, tout simplement. Donc, il n'est pas question de respecter des conditions, il est question de respecter la loi et les normes qui sont énoncées dans la loi sur la qualité de l'environnement et d'autres lois s'il est question de milieu hydrique, de pesticides, etc. Et là, les deux photos qui sont à l'écran, c'est des photos qui sont liées en fait aux activités de la mine à Malartic. Donc le propriétaire a changé de nom plusieurs fois, donc je parle simplement de Malartic. Mais d'après ce qu'on peut voir dans l'actualité, Malartic est considéré aujourd'hui comme le pire délinquant environnemental des dernières années. Il aurait commis certaines infractions intentionnellement et camouflé des informations au gouvernement, d'après certains textes. Donc ça arrive et ça peut faire l'objet de controverses environnementales. Donc on en était à, ça j'ai expliqué j'ai donné 4 explications pour présenter l'origine des controverses environnementales issues des décisions politiques liées à l'environnement. Donc, question qui apparaît sur chacune qui est apparue sur chacune des diapositives précédentes, c'est comment expliquer que les décisions politiques liées à l'environnement suscitent la controverse. Donc, j'ai donné des explications en présentant différents types de décisions. Mais maintenant, je vais essayer de les expliquer sous l'angle de l'acceptabilité sociale, parce que finalement, c'est une question que ces travaux-là regardent de près. Qu'est-ce que l'acceptabilité sociale? Donc, je vais commencer par ça. Une des décisions les plus connues, les plus acceptées aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est celle de Gendron. L'acceptabilité sociale, c'est l'assentiment de la population à un projet ou à une décision qui résulte du jugement collectif que ce projet ou cette décision est supérieure aux alternatives connues, incluant le statu quo. Donc, on parle d'acceptabilité sociale depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, si on regarde un petit peu plus loin dans les recherches américaines. C'est maintenant un terme qui est consacré et qui fait le tour du monde. Et de nombreux chercheurs s'intéressent à la question des controverses pour les expliquer. Donc avec ce terme, et en fait l'idée de l'acceptabilité sociale, c'est de voir pourquoi les gens acceptent un projet ou non, dans quelles conditions, qu'est-ce qui fait qu'on en parle et qu'on s'intéresse à ça. L'idée derrière tout ça, c'est que en fait, depuis la création du BAP, l'assentiment dont il est question ici a changé, a évolué. La population est beaucoup plus éduquée aujourd'hui. Elle n'est pas forcément d'accord avec les décisions que vont prendre les décideurs pour lesquels elle a voté. Donc, ce n'est pas simplement l'idée de voter pour quelqu'un qui va nous représenter et prendre toujours des décisions avec lesquelles on est d'accord. Là, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, qu'il y a une déconnexion entre les deux. La population s'intéresse davantage à l'environnement, elle est plus consciente de cette thématique-là. La presse relaie davantage aussi les nouvelles par rapport à l'environnement, donc c'est sûr que la population est plus intéressée. Et elle veut avoir son mot à dire sur les décisions et les projets qui l'affectent et qui traduisent un projet de société. Quand on parle d'environnement aujourd'hui, on parle de transition écologique et le citoyen est de plus en plus capable de voir les liens entre des décisions qui sont prises dans le cadre du ministère de l'Environnement, mais aussi l'économie et d'autres ministères et d'autres sujets. Le scénario a changé par rapport à ce qu'il était au moment où le BAP est né. Alors, comment expliquer que les décisions politiques liées à l'environnement suscitent la controverse? Quand on regarde les travaux sur l'acceptabilité sociale, ce qui ressort, c'est que, avec ces explications, celles qu'on vient de regarder ensemble, la population comprend que son avis n'est pas pris au sérieux et que le temps investi a été vain. Quand elle passe 1 mois, 2 mois, qu'elle s'investit, qu'elle écrit un mémoire, qu'elle vient soutenir son mémoire durant une audience publique, qu'elle s'investit, qu'elle va aller chercher du soutien auprès d'autres acteurs, etc. Et que finalement, le gouvernement décide de prendre une décision qui va à l'encontre de ce qu'elle préconisait. Si on ne lui explique pas pourquoi, ça crée un malaise, ça crée un problème. Et elle a l'impression que c'est ça, son temps a été perdu. Donc, c'est un problème parce qu'elle n'aura peut-être pas envie de s'investir la prochaine fois. Et en tout cas, ça va lui donner moins confiance envers le gouvernement qui est au pouvoir.
Elle retient que le processus décisionnel n'est pas transparent quand on ne lui explique pas pourquoi ces préoccupations n'ont pas été prises en compte. Elle retient que des valeurs lui ont été imposées, en particulier quand un projet est accepté sans qu'il y ait d'audience publique, et quand elle a l'impression dans les médias que finalement c'est surtout ce genre de projets qui sont acceptés, et elle a l'impression qu'elle n'a pas voix au chapitre, donc que son avis, que ses préoccupations ne comptent pas. Donc ça, c'est un problème, surtout quand on a un organisme qui est dédié à la participation publique. Ça donne l'impression que c'est un organisme fantoche, alors que lui fait tout ce qu'il faut pour faire participer les gens dans les meilleures conditions. En trame de fond, ces éléments, ils renvoient à plusieurs choses. La protection de l'environnement n'est pas la priorité. Ça, c'est une des choses qu'on pourrait mettre en avant. Il y a plusieurs études sur le sujet qui montrent aujourd'hui que le ministère de l'Environnement est un peu le mal-aimé des différents ministères au Québec. C'est celui qui a le moins de moyens. Donc, il y a des études qui ont été faites sur les financements. On s'aperçoit que le ministère de l'Environnement, il est dépeint comme un accompagnateur gouvernemental des promoteurs de projets économiques, plus que comme un défenseur de l'environnement. Donc, il y a plusieurs auteurs qui le présentent comme ça. On s'aperçoit aussi que, en fait, certains des pouvoirs en environnement ont été récupérés par des ministres sectoriels, donc par exemple la MAPAC ou le MERN. Donc, la MAPAC, par exemple, a repris l'essentiel du contrôle de la dépollution agricole dans son secteur. Le MERN a la responsabilité de gérer le fonds d'électrification et de changement climatique. Donc, il y a d'autres ministères qui vont s'occuper de l'environnement, alors que la protection de l'environnement devrait revenir à l'environnement. Donc, ça, c'est un problème. Il n'y a déjà pas beaucoup de moyens, ce qui fait en sorte qu'il a moins moyen de contrôler, de faire un suivi des projets. Il y a des chiffres qui montrent qu'il y a très peu d'inspecteurs finalement pour aller vérifier que les promoteurs font bien ce qu'ils avaient promis au gouvernement de faire quand ils ont reçu leur autorisation. Donc ça, c'est un gros problème. Et de plus en plus, on voit qu'il y a une déconnexion finalement entre ce que disent les différents ministères, parce que tous vont dire, oui, évidemment, l'environnement nous tient à cœur, mais après, en pratique, c'est autre chose. Beaucoup de décisions, finalement, mettent en avant l'économie, puis quand on regarde le type de décisions qui ont été acceptées ces dernières années, quand on regarde les acteurs qui cherchent à outrepasser le BAP, puis il y en a beaucoup, on voit que finalement l'idée c'est de faire passer les projets à tout prix et pas toujours l'environnement en priorité. Donc ça c'est un des enjeux qui pourrait expliquer ces controverses. Deuxième enjeu qui sous-tend ces controverses, c'est la tension qui existe entre deux visions du BAP. Une vision du BAP, donc le BAP qui serait un outil de prise à la décision, qui est en fait la fonction officielle du BAP. Donc le BAP en fait a l'objectif d'aider à la décision, d'aider le ministère de l'Environnement à prendre de bonnes décisions, d'aider le Conseil des ministres à prendre une décision. Et ça, c'est la manière dont le gouvernement voit le BAP officiellement. Et de l'autre, le BAP traduit l'expression de la population et il lui permet d'avoir prise sur son environnement. Donc, c'est ce que la population peut ressentir. La population a envie d'avoir une voix au chapitre, elle a envie d'avoir d'être écoutée. Donc, il y a cette tension entre ces deux visions du BAP qui émergent en arrière-fond. Et troisième enjeu qu'on peut soulever ici, c'est deux visions de la participation publique qui coexistent au sein du gouvernement. Une vision de la participation publique comme outil d'aide à la décision. Donc, on va faire appel aux citoyens, aux communautés pour connaître leurs préoccupations, puis prendre des décisions plus éclairées, mieux éclairées. Et l'autre, on fait de la participation publique parce qu'il faut faire de la participation publique, les gens vont être contents, et une fois qu'on l'aura faite, on aura la paix. Et c'est une vision malheureusement qui est véhiculée. Encore aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de gouvernements, et ça pose problème. Parce que quand on regarde les travaux sur l'acceptabilité sociale, on voit qu'il y a deux éléments qui ressortent. C'est la question des valeurs entre un promoteur, un gouvernement et les citoyens, qui peut poser problème, et la question des processus qui sont engagés pour prendre une décision. Donc ça, c'est deux éléments qui sont problématiques.
dernier élément, puis j'approche de mes dernières diapositives, donc ne vous inquiétez pas, on pourra bientôt parler de tout ça. Et là, c'est une diapositive que j'ai empruntée à l'une de mes collègues, Stéphanie Yates, qui vise à montrer finalement que le citoyen, dans ses décisions politiques, a finalement peu de prise. Il a souvent, en fait, il a une prise quand il participe aux audiences publiques du BAP. Donc là, on lui demande son avis, puis son avis va être ou pas pris en compte. Mais un projet, entre le début du projet et la fin du projet, il y a beaucoup d'occasions dans lesquelles le citoyen aurait peut-être un rôle à jouer. Je ne dis pas ici de remplacer le Premier ministre ou le ministre de l'Environnement, c'est toujours lui qui devrait avoir la décision finale, mais le citoyen est là parfois pour voir ce que fait un promoteur, s'il applique les conditions sur lesquelles il s'est entendu avec le gouvernement, si le projet est réalisé comme prévu, s'il y a un suivi, puis qu'est-ce qui se passe après. Donc l'idée ici, c'est ça, c'est de voir que des occasions d'inacceptabilité sociale, des occasions de controverse, il y en a à tous les stades du projet et qu'idéalement, pour qu'une décision ou un projet soit acceptable, il vaut mieux commencer le plus tôt possible. Alors souvent, c'est quelque chose qui est craint par les promoteurs qui ont peur justement que leur projet tombe à l'eau, mais il vaut peut-être mieux faire appel aux communautés le plus en amont possible pour éviter justement d'avoir dépensé des millions de dollars qui finalement tombent à l'eau au moment du développement. Donc l'idée d'amorcer la démarche tôt et d'impliquer le citoyen à plusieurs niveaux dans le projet, ça c'est quelque chose qui est important aussi. Et c'est un des enjeux qui existe en trame de fond, qui permet d'expliquer l'origine des controverses environnementales. Alors, dernière diapositive qui vise un peu à mettre, j'ai mis la table, mais qui vise maintenant à lancer plutôt la discussion, puis à faire le pont avec Hugo. Comment éviter les controverses qui suivent certaines décisions politiques. Alors, plusieurs éléments à présenter, donc vous me voyez venir, puisque j'en ai présenté déjà plusieurs. L'idée, c'est d'intégrer davantage les préoccupations de la population. Quand une décision ne prend pas en compte toutes ces préoccupations, idéalement, il faut expliquer pourquoi. Même si ce n'est pas une obligation, ce serait bien de la part du gouvernement d'expliquer plus souvent pourquoi les préoccupations en question n'ont pas été prises en compte. Accepter l'audience publique. L'audience publique, c'est une occasion justement de confronter des points de vue, de clarifier les éléments de controverse, de saisir les préoccupations des communautés, d'expliciter des alternatives. Donc parfois, en fait, c'est l'occasion de bonifier les projets. Donc que ce soit une audience publique avec le BAP ou que ce soit une consultation qui se déroule dans un autre contexte, c'est une belle occasion pour les promoteurs et pour les gouvernements, donc plutôt d'essayer d'y échapper, parce que ça ralentit les projets souvent, plutôt les voir comme des occasions de bonifier le projet et puis les accepter. Utiliser à meilleur escient aussi la participation publique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de participation publique et la participation publique est une excellente chose, c'est ce que je dis depuis le début, mais qu'organiser une consultation simplement pour la forme, sans finalement recueillir les préoccupations, bonifier le projet et utiliser la consultation publique pour ce qu'elle est, c'est dommage et ça va donner l'impression aux communautés qui auront participé, qui auront donné du temps, qui auront consacré du temps parfois sur leur temps libre ou leurs heures de travail, que leur avis n'est pas pris en compte. Donc, ne pas prendre la participation publique à la légère. Une plus grande transparence dans la prise de décision, ça c'est quelque chose qui est clé, donc je pense que je l'ai assez dit. La réévaluation de décideurs chez les décideurs du rapport gouvernant-gouverné, donc ça renvoie aux certaines intentions que j'ai présentées plus tôt. Et pourquoi pas, pour terminer ici, une plus grande participation des citoyens en dehors des audiences publiques, mais peut-être aussi pour faire le suivi de certains projets. Donc, on parle de comité de suivi, par exemple, ça pourrait être une avenue. Mais il y a beaucoup d'autres avenues ici qui seraient intéressantes. L'idée étant de faire participer le citoyen davantage pour mieux protéger l'environnement. Donc, c'était ce que je voulais vous communiquer par rapport aux controverses environnementales et aux décisions politiques. Évidemment, je n'ai pas tout abordé, il y aurait 1000 choses à dire. J'espère avoir présenté des éléments intéressants pour la suite. Donc,
vais laisser mon collègue. D'abord, remercier Alice pour cette super présentation là, qui est à la fois claire, exhaustive, ordonnée. Donc, c'est certain que je ne ferai pas aussi bien, mais pardonnez-moi à l'avance. Je vais simplement ajouter de façon ad hoc des éléments de réflexion là, pour justement répondre, jouer mon rôle de répondant, dans le fond, par rapport à la présentation qu'on vient d'obtenir. Et peut-être commencer par donner des ancrages juridiques. Je vais essayer d'être assez bref aussi, simplement parce que j'ai l'impression que on pourrait participer, en tout cas, en fait, justement, participer avec le public, là, ouvrir la discussion à des questions, à des interventions, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui mobilise l'intérêt énormément, qui est fondamental en matière de démocratie et surtout à l'égard duquel il y a beaucoup de questions qui ne sont pas encore complètement vidées ou épuisées, à l'égard desquelles il y a encore peu de réponses, quant à moi. Et donc, dans ce contexte-là, je vais aussi être volontairement lapidaire ou peut-être, je vais peut-être rechercher un petit peu le débat de façon de mauvaise foi, en étant l'avocat du diable, si l'on veut. Donc, d'abord, pour donner une espèce de vernis ou en tout cas un pendant juridique très brièvement à l'égard de ce qui vient d'être présenté. Encore une fois, là, merci énormément, Alice. Ce qui me venait en tête d'abord, c'était la première chose à signaler, c'est le précédent qui reste encore très... Excusez-moi, j'ai de la difficulté à identifier la zone de confort pour le micro, là, parce que ça griche un peu là, pour ceux qui sont à la maison, j'ai l'impression. Mais donc, le précédent qui reste encore fondamental de nos jours, c'est, à mon avis, Bellefleur contre PGQ, qui date de 1993. Et c'est le juge Jean-Louis Baudouin, un ancien du CRDP, un ancien de la faculté de droit, justement, qui a établi le principe, ou en tout cas les limites dans lesquelles le gouvernement doit user sa discrétion pour parvenir à une décision en matière de ce fameux processus décisionnel. Et là, il faut le dire, effectivement, Alice le disait, il y a deux façons de voir le processus de participation publique dans lequel est engagé le BAP, mais dans la jurisprudence, le BAP, la participation du public dans le cadre du BAP, selon la jurisprudence, c'est vraiment un élément de quelque chose qui est littéralement un processus décisionnel. Donc, c'est une façon de parvenir à une décision gouvernementale, de donner une licence ou de donner une autorisation pour parvenir à autoriser. Et quand il y a ce type de décision administrative qui vise des sujets qui mettent en jeu des intérêts qui ne sont pas nécessairement alignés, qui viennent de toutes sortes de strates de la société, de l'économie, etc., on appelle ça donc des décisions qui tiennent en compte des intérêts polycentriques. Et la marge décisionnelle de la décision administrative, justement, de la discrétion, excusez-moi, cette marge discrétionnaire est plus grande. Donc, on sait que dans le cadre de Vavilov, là, la norme de contrôle de la décision de l'exécutif qui dispose justement d'une marge discrétionnaire, ben cette marge-là, elle est plus grande lorsqu'on est en face de projets qui, justement, ou de sujets ou de décisions là, qui impliquent des intérêts polycentriques. Ça, c'est premièrement. Puis deuxièmement, il y a aussi le fait que le gouvernement, essentiellement, ce soit l'autorité la plus élevée pour prendre une décision, qui indique aussi qu'en fait, il y a une composante politique quelque part dans la décision d'autoriser ou non un projet, ce qui fait en sorte que la marge discrétionnaire est, encore une fois, plus grande. Donc ça, c'est une espèce d'aperçu des principes qui se retrouvent derrière cette affaire Bellefleur et qui sont encore valides aujourd'hui, à mon avis, en tout cas dans le cadre de ce qui a évolué comme étant Vavilov, etc. Et la lignée jurisprudentielle issue de Bellefleur, même en jurisprudence québécoise. Donc, c'est important aussi de cadrer la participation du public parce que en fait, donc, pour faire un aperçu très, très bref, là, encore une fois lapidaire là, de la loi sur l'équité de l'environnement, essentiellement, bon, d'une part, il y a une interdiction générale d'affecter
d'affecter la qualité la qualité de l'environnement. Ça, c'est d'une part. Donc, c'est très mur à mur, en fait, là, cette interdiction-là. Et d'autre part, ça a évolué. La loi sur la qualité de l'environnement est différente maintenant, mais pendant très longtemps, ça a été comme ça. Et d'autre part, cette interdiction-là, on peut la mettre de côté avec, si l'on veut, l'équivalent d'un permis de polluer. C'est pas comme ça que ça s'appelle. C'est un certificat d'autorisation. Maintenant, désormais, une autorisation d'aller de l'avant avec un projet, d'entreprendre un projet. Mais ultimement, si on regarde la structure au niveau des principes dans la LQE, on a une interdiction de polluer et des permissions de polluer, des permis de polluer, qui s'appellent différemment, mais donc, c'est ça l'idée à la base. Et donc, il y a désormais, depuis 2017, en tout cas, il y a une réforme de la LQE. Désormais, il y a certains projets qui passent en dessous de la barre, pas besoin d'obtenir c'est des projets qui sont soumis à des déclarations. Donc, mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un régime à différentes échelles, là, si l'on veut, ou en tout cas à différents brackets, excusez-moi, là, j'essaie d'éviter le terme, mais on va parler en chinois. Là. Donc, il y a certains projets qui ont présumément peu d'impact sur l'environnement qui passent en dessous, mais lorsqu'on se trouve dans les projets qui doivent être autorisés, il y a des projets qui sont autorisés par le ministère et finalement, on s'entend que pour les projets qui sont autorisés par le ministère, la discrétion présumément est moins grande. C'est-à-dire que il est possible que le ministère, en fait, doive aller de l'avant avec l'autorisation du projet. Ce qui est beaucoup moins le cas, en fait, dans le cadre de le dernier régime d'autorisation, en fait, celui qui vise les projets, présumément, qui ont le plus d'impact potentiel sur l'environnement. Donc, les grands projets de barrage, les grands projets d'usines, les grands projets de mines, qui sont tous, eux, assujettis au régime d'autorisation qui est détaillé à l'article 31.1 et suivant de la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, je voulais juste cadrer là, au niveau juridique cet aspect-là. Le BAP, comme Alice le disait très bien, c'est juste une petite partie de ce processus décisionnel. Et ce processus décisionnel, ultimement, c'est un processus décisionnel qui reste entre les mains du gouvernement. Le gouvernement a une grande discrétion et ce qui doit guider le gouvernement, c'est l'intérêt général ou l'intérêt public. On voit les deux de façon indistincte dans la jurisprudence. Là. Je pense que c'est peut-être pas nécessairement la même chose si on réfléchit en termes de principe pur et dur de droit administratif, mais ultimement, l'intérêt général est aux commandes de ce processus décisionnel. Il ne s'agit pas nécessairement de protéger fondamentalement l'environnement. Et ce qui peut expliquer aussi qu'au final, on se retrouve avec, comme Alice le disait, 20% des projets qui sont présentés par leurs promoteurs, qui reçoivent une évaluation négative par le BAP et qui, ultimement, sont autorisés par le gouvernement. Parce que le gouvernement, lui, quand il considère l'intérêt général, on comprend, puis ça se trouve même dans des lois cadres comme la loi sur le développement durable, il doit essayer de marier les sphères sociales, environnementales et économiques qui sont essentiellement représentatives de ce que peut être l'intérêt public. Puis en plus, il y a une grande composante politique dans cette discrétion-là, qui est acceptée par le droit. Alors, là, on se trouve à la racine du problème, comme j'en discutais brièvement avec Sylvain avant nos présentations, et Sylvain disait qui est le coordonnateur au CRDP. Et d'ailleurs, je le remercie d'avoir organisé cette présentation, mais donc, ou ce débat bientôt, je l'espère, je vais devenir plus controversé, mais j'ai l'impression que si on tente de se retrouver à la racine du problème, c'est souvent un manque de volonté politique, ou plutôt peut-être une volonté politique de mener des projets qui sont, oui, bons pour l'économie, mais peut-être très mauvais pour l'environnement. Et cette volonté-là, elle est très évidente dans l'exemple que mentionnait Alice tantôt, le fameux, la cimenterie mécaniste. Donc, dans ce cas-là, on a lu littéralement une loi spéciale. Il ne s'agissait pas simplement d'une autorisation du gouvernement en vertu du régime de 31.1 LQE. Ce n'était pas simplement une autorisation gouvernementale ou un certificat à l'époque. C'était littéralement une loi spéciale. Et une loi spéciale, pourquoi? Pour éviter complètement ce que la LQE disait, c'est-à-dire qu'il faille soumettre à l'évaluation des impacts environnementaux ce projet-là.
y compris évidemment la portion BAP. Alors, et justement, pourquoi cette loi spéciale était tellement, semblait pouvoir devenir aussi importante aux yeux du gouvernement marois à l'époque. Je rappelle le gouvernement marois parce que c'est quand même un gouvernement qui s'est affiché extrêmement vert avant d'arriver au pouvoir. Mais donc, ça me permet de revenir à la question de la volonté politique qui était clairement en faveur de favoriser ce projet-là, alors que justement, en fait, il y avait une demande judiciaire qui avait été présentée par des groupes environnementaux, un dont je suis encore aujourd'hui l'administrateur, le Centre québécois du droit de l'environnement. Vous allez voir, le site Internet est fantastique. Ce sont nos calinarbres de choc au Québec. Donc, voilà, je me permets la petite plug publicitaire, mais donc, il y avait donc un recours en contrôle judiciaire qui visait à tenter de faire reconnaître l'assujettissement de ce projet mécanisme au régime de 31.1 et suivant LQE. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la loi spéciale est devenue nécessaire. Alors, je vais rejoindre mon PowerPoint que j'ai mis sur pied là, de façon extrêmement ad hoc, là, si l'on veut. Donc, en fait, en regardant cet avant-midi, là, je regardais la présentation d'Alice, là, et il y a quelque chose qui m'est venu en tête, là, cette espèce d'échelle de l'acceptabilité sociale qui, en tout cas, moi, quant à moi, ce que j'ai vu de plus ancien là, dans la littérature scientifique, si l'on veut, là, c'est la sociologie. Puis moi, je veux dire, c'est pas. Moi, je ne suis pas du tout, donc, disclaimer, là, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'acceptabilité sociale, loin de là. Donc, ça se peut que je me trompe complètement. Quoi qu'il en soit, quant à moi, c'est ce que j'ai vu de plus ancien, mais tout ça pour dire que essentiellement, c'est des questions qui touchent la démocratie au niveau le plus fondamental, hein, et des questions aussi qui se posent depuis très, très longtemps. Puis on comprend que plus on monte dans l'échelle de la participation citoyenne, si l'on veut, plus on se retrouve proche de quelque chose qui est une démocratie directe, hein. Initialement, on parle de consultations, si l'on veut, qui sont peut-être assez proches de ce qui se passe devant le BAP. Pas que j'aime pas le BAP, c'est un joyau, je le reconnais totalement, mais on peut être plus proche de la thérapie collective, si l'on veut. Et donc, voilà, c'est pas moi qui le dis, je me dédouane en faisant référence au professeur Arnstein. Alors, oups, je pense que j'ai sauté une diapositive. Pour continuer d'essayer d'élaborer le propos là, à l'égard du droit, je réfléchissais à qu'est-ce que c'est cette acceptabilité sociale, là, mais à brûle pour point, là, comme ça, à bâton rompu. Et donc, d'abord, il faut le dire quand même, l'équivalent anglais a des connotations sémantiques quand même assez différentes. Là, on parle de social license. En anglais, il faut savoir qu'une autorisation, dans le sens d'un permis, au sens du droit administratif, c'est license. OK? Donc, social license versus acceptabilité sociale, ou, excusez-moi, je suis en train de me perdre dans les deux seules petites langues que je connais, là, donc je vais essayer de finir en français. Mais donc, tu sais, je me disais, en fait, pour avoir un régime complet, si l'on veut, au niveau de ces mécanismes juridiques qui permettraient d'encadrer l'acceptabilité sociale, en fait, il faudrait être capable de répondre à toutes ces questions-là. En tout cas, mais c'est-à-dire dans des articles de règlement ou de loi, ce qui sont tous loin d'être le cas. Il y a un livre vert qui a été publié par le gouvernement, mon Dieu, c'était le gouvernement Couillard, je pense, à l'époque, en 2017 peut-être, 2016, qui donne une définition. En fait, là, en lisant, j'ai souligné les... Donc, on s'entend que c'est très large, hein, comme définition. C'est vraiment... et donc, je souligne là sur la diapositive les éléments qui m'apparaissent les plus intéressants, là. Donc, essentiellement, le résultat d'un processus de consultation
n'implique d'aucune façon que le projet sera accepté par le gouvernement. Ce processus peut se traduire par le refus d'une communauté. Donc, en tout cas, ça nous donne le cadrage de ce que peut être l'acceptabilité sociale là, quand on y réfléchit à ce concept-là avec les yeux du gouvernement dans un processus, par exemple, de contestation judiciaire ou parce que c'est vraiment du niveau des PPP, là, c'est-à-dire des politiques, programmes et plans, là, ce genre de définition, là, donc, qui peut finir par substantiver, si l'on veut, des concepts, somme toute, assez flous, dans, par exemple, le contexte d'un recours en cours judiciaire. Et pourquoi je le mentionne, en tout cas, je sais pas, c'est un peu désordonné, peut-être que je voulais y revenir plus tard, là, dans la... Ah non, mais là, regardez, donc, ça reste dans l'ordre, je mentionne l'affaire Stratéco ici. Donc, c'est une affaire qui a été devant la Cour supérieure et la Cour d'appel. La Cour d'appel, la décision date de mémoire de 2020. Dans ce cas-là, il s'agissait d'une affaire de mine d'uranium. Donc encadré notamment par le fédéral, mais aussi par le provincial dans le cadre d'études des impacts environnementaux dans la portion nord du Québec, là, la portion nordique du Québec. Donc, ce sont en fait les deux derniers volets de la LQE et non pas le régime générique qui s'applique dans le Québec méridional. Mais dans ce cadre-là, le gouvernement, en fait, à l'époque, avait décidé, puis là, on parle de 2014 à peu près, là. Donc, le gouvernement avait décidé de mettre en place une espèce de moratoire informel sur l'extraction d'uranium au Québec. Et une des raisons, c'est que les communautés riveraines, si l'on veut, du projet, ou en tout cas voisines du projet, elles ne voulaient pas du projet, donc des Premières Nations. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, c'est le promoteur, Stratéco, qui voulait faire reconnaître que cette décision, ce refus d'autoriser le projet, était illégitime, était en fait illégale, donc une discrétion administrative mal exercée. Un des arguments du gouvernement face à ça, c'était de dire qu'ils avaient notamment tenu compte de l'acceptabilité sociale qui n'était pas au rendez-vous. Donc, ça n'était pas accepté socialement, ce projet-là, par les communautés riveraines, justement. Et là, une partie du débat tournait, je fais dans les grandes lignes, là, mais une partie du débat tournait sur si oui ou non il était possible pour le décideur administratif dans le cadre de la LQE, je vous l'ai dit tantôt, le décideur, ce qui doit orienter sa discrétion, c'est l'intérêt général. Alors, toute la question était de savoir si oui ou non l'acceptabilité sociale pouvait orienter cette discrétion-là, outre l'intérêt général. À mon avis, la Cour d'appel a rendu une décision qui est extraordinaire, mais comme toutes ces décisions, mais dans ce cas-là, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que en fait, là, je le dis peut-être de façon de la façon du scientifique, en fait, qui aime appliquer le principe de parcimonie, hein, en science, c'est important. En fait, ce que la Cour d'appel a fait, c'est qu'elle a dit, en fait, l'acceptabilité sociale, lorsqu'elle est considérée par le décideur administratif, c'est inclus, en fait, dans la notion d'intérêt général, qui est la discrétion. Alors, on reste avec un cadre qui est tout à fait reconnu, accepté, qui est blindé, en fait, en droit administratif. Et en fait, plutôt que de permettre à une nouvelle notion un peu contestable, à mon avis, d'atterrir en droit, un peu comme un chat dans un jus de quilles, en ne sachant pas trop où est-ce que ça allait s'en aller, mais en fait, on l'a casé tout de suite comme une sous-composante, en fait, d'une notion qu'on connaît déjà, qu'on a apprivoisée, qui est bien cadrée en droit administratif. Et donc, quant à moi, ça satisfait tout à fait ma rigidité psychologique personnelle. Donc, et pourquoi c'est contestable? Quant à moi, en tout cas, dans le cadre de cette présentation, si l'on veut, c'est que cette notion-là, en fait, elle remonte à 1990
C'est un des administrateurs dirigeants de Placerstone, qui est une compagnie de Colombie-Britannique, donc une minière canadienne, en fait, une grande minière canadienne internationale. Devenu par la suite Barrick Gold, tout le monde connaît ce nom-là, donc très actif dans le sud global, là, si l'on veut. C'est lui, en fait, qui a lancé pour la première fois, dans un meeting devant la Banque mondiale, ce concept-là de social license. Donc, on s'entend qu'a priori, on ne s'attend pas nécessairement à ce que ces gens-là, dans ce contexte-là, veuillent accroître les pognes ou les prises que le public pourrait avoir à l'égard du processus décisionnel, si l'on veut, de processus ou de projets qui peuvent affecter la qualité de l'environnement. Donc, ça, c'est premièrement, je pense qu'il faut que ce soit dit. Donc, deuxièmement, la source de l'acceptabilité sociale, en fait, au niveau du concept, ce n'est pas le gouvernement. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas au niveau du principe, au niveau conceptuel. Puis là, vous pourrez me corriger, là, Alice et Corinne Gendron, d'ailleurs, qui est aussi dans la salle, il faut le signaler, qui est aussi une aussi grande experte sur l'acceptabilité sociale. Mais donc, c'est la société, c'est de la société que ça vient, l'acceptabilité sociale. Donc, il y a une espèce d'aspect un peu contradictoire dans le fait de vouloir faire atterrir cette notion-là en droit, alors qu'à la base, ça doit venir de la société, peut-être même de façon comme, très brute, si l'on veut, parce qu'à partir du moment où c'est récupéré par le droit, justement, dans des processus décisionnels, ben là, on se retrouve avec quelque chose qui passe par des canaux gouvernementaux, qui passe par des canaux extrêmement formalisés, et on se retrouve un peu en porte-à-faux par rapport à l'intention initiale du concept, j'ai l'impression, en tout cas. Ouais, en tout cas, je ne m'étendrai pas plus. Je signale quand même les comités de suivi, parce que les comités de suivi, c'est quelque chose qui a été développé, mis en place par le biais de la loi sur les hydrocarbures qui date de 2018. Effectivement, Alice le mentionnait tantôt, désormais, depuis avril 2022, il y a la loi sur la fin des hydrocarbures. Le nom est très, très long, là, mais et d'ailleurs, qui est mise en œuvre depuis comme fin août de cette année, donc il y a quelques mois à peine. Et dans cette loi sur la fin des hydrocarbures, il y a aussi ces comités de suivi. C'est des comités de suivi, ils étaient mis sur pied aussi de façon informelle avant même la loi sur les hydrocarbures, depuis aux alentours de comme 2014-2013, par des petites pétrolières locales comme justement Petrolia. Mon Dieu, j'essaie de me rappeler des noms, là. En tout cas, peu importe. Mais donc, de façon informelle, il y avait par exemple des gens dans la région de Gaspé qui faisaient partie d'un comité de suivi. Et donc, c'est une expérience, en fait, qui a fini par s'incarner dans le droit, mais qui me semble, je pense, en tout cas au niveau pratique, pour avoir jasé un petit peu avec des gens qui gravitaient autour de ces comités de suivi-là, qui me semblent pas vraiment convaincantes et qui semblent aussi assez bas dans la fameuse échelle dont je vous parlais au tout début de ce PowerPoint. Donc, je vous invite à aller... Il y a des trucs intéressants quand même dans le règlement. Donc, tous les frais du fonctionnement du comité sont à la charge du promoteur. Il y a de la possibilité de faire des demandes d'information du comité au promoteur. Etc. Donc, il y a différents types d'intérêts dans la communauté qui doivent être nécessairement représentés sur le comité. Il y a des trucs intéressants, mais est-ce que ça représente une avancée fondamentale? Non, pas, en tout cas, à mon avis, peut-être pas nécessairement. Et surtout, moi, ce qui me tarabusse encore une fois, et je reviens à ça, c'est l'interaction entre cette notion d'acceptabilité sociale et en fait, le système juridique démocratique qui est déjà en place, dans lequel on vit. Là, puis là, j'avais plusieurs idées là, qui me venaient en écoutant Alice tantôt. Là, j'ai peur d'en oublier. Mais là, donc, sur la diapositive, vous avez, en rouge en particulier, vous avez une vision très légaliste, si l'on veut, de ce que peut, de la façon dont un avocat très positiviste, très kelsénien, qui croit, si l'on veut, dans
la vertu de la façade neutre du droit et du bon fonctionnement d'une démocratie telle qu'elle est actuellement au Québec. Essentiellement, c'est très subversif. Là, et c'est, somme toute, à mon avis, peut-être assez peu acceptable, cette notion d'acceptabilité sociale, justement parce que ça implique essentiellement que il y a quelque chose qui tourne par rond. Il y a quelque chose qui doit être rejeté, une contestation de la légitimité des processus démocratiques. Alors la question que je vous pose, c'est ça, c'est est-ce que notre démocratie fonctionne vraiment? Quand, et pour mettre en contexte cette question qui est un peu grosse là, à avaler, je vous le concède. Là. Donc, Sylvain, tu m'arrêtes hein, si je prends trop de temps. Mais donc, il y a les... vous vous rappelez peut-être ça commence à faire longtemps, là, donc les gaz de schiste, le pétrole de schiste au Québec, là, à un moment donné, aux alentours, ça a commencé en douce, aux alentours de 2007. Aux alentours de 2010, il y a le journaliste Francoeur qui a été par la suite vice-président du BAP, qui était mentionné sur une diapositive d'Alice. Donc, Francoeur sonne l'alarme. Hey, regardez ce qui se passe là. Et là, évidemment, ça embrase le Québec. Il y a des levées de boucliers, etc. On ne veut pas du pétrole ou des plateformes un peu comme il y a en Pennsylvanie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le paysage bucolique que ça donne, des plateformes de fracturation en Pennsylvanie, ou alors c'est loin d'être idyllique, on s'entend là. Donc, levée de bouclier, énormes débats sociaux, il y a plein de pages d'opinion dans le Devoir, la presse, envoyez donc. Et face à la vague de contestation sociale, le gouvernement dit, OK, on va faire une consultation. BAP, un mandat au BAP, etc. Et là commence un long processus d'évaluation environnementale stratégique, qui plus est, un nouveau concept, pour l'ensemble d'un secteur dans lequel, justement, toute la population est invitée à participer. Il y en a une 2011. Il y en a une deuxième au niveau stratégique qui finit en 2013. Il y en a une troisième qui commence en parallèle pour les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent. Il y en a une quatrième en 2014 avec une consultation publique sur une politique énergétique qui inclut évidemment les hydrocarbures. Ça continue, 2015, 2016. Il y a des milliers et des dizaines de milliers de pages en études scientifiques, en rapports quelconques qui ont été produits au fil de ces consultations sans fin pour savoir si oui ou non il était juste et bon, là, si l'on veut, d'autoriser la filière des hydrocarbures non conventionnels d'aller de l'avant au Québec. Il y a eu énormément de consultations. La population s'est fait consulter à mort. Au final, le gouvernement, alors qu'à chacune de ces étapes-là, la population était quand même assez claire dans sa volonté de dire non, le gouvernement donc met en place un cadre législatif, la loi sur les hydrocarbures, qui ne dit pas non, donc qui n'est pas conforme à ce qu'on voit dans les consultations ad nauseam qui ont eu lieu, mais qui permet justement le développement des hydrocarbures. Évidemment, ça encourage le cynisme de la population, comme Alice le mentionnait. Tout à fait, ça encourage le cynisme. Et surtout, ensuite, il recommence à y avoir une levée de bouclier et il y a quelque chose qui est assez, je ne dirais pas dérangeante, là, mais qui, en fait, moi, qui m'interloque. C'est un mouvement qu'on finit par voir de la part des quelques compagnies qui détiennent des droits d'exploration en vertu de... À l'époque, c'était la loi sur les mines, puis ensuite la loi sur les hydrocarbures, mais ces compagnies-là, essentiellement, font de la consultation. C'est-à-dire, elles tentent de chercher l'acceptabilité sociale. Mais où? Pas à la grandeur du Québec, pas à la grandeur de la province. Uniquement dans les localités où elles ont des permis. Ça leur permet de rentrer en contact direct et en dialogue direct avec les autorités municipales, avec les groupes d'intérêt, les agriculteurs, par exemple, parce que c'est beaucoup dans le centre du Québec, notamment, et donc d'obtenir l'acceptabilité sociale, mais uniquement dans une certaine
partie de territoire, si l'on veut. L'ensemble de la population québécoise est contre. Peu importe, le gouvernement va de l'avant, met en place un cadre qui finit par ultimement autoriser ou rendre possible le développement des hydrocarbures. Et ensuite, les compagnies tentent d'obtenir l'acceptabilité sociale, mais de façon ultra locale. Alors, quant à moi, pour rebondir encore une fois sur la présentation d'Alice, j'ai l'impression que ça nous pose des questions quant à la cohabitation de ces principes qu'on voit dans l'article 6 de la loi sur le développement durable. Alors, d'une part, il y a la participation du public. OK? D'autre part, il y a la subsidiarité. C'est quoi l'échelle de l'acceptabilité sociale? Dans quel forum doit s'exprimer la démocratie? On a déjà des mécanismes de consultation. Par exemple, excusez-moi, je fais un peu du coq à l'âne, mais je trouve que ça ajoute à la réflexion. Il y a le dossier de Gaspé Énergie, je pense là, mais Gaspé Énergie, dans lequel, justement, il y a une petite joint venture québécoise qui en fait, a beaucoup de difficultés en fait, à mettre en valeur ses titres, les titres dont qu'elle détient sur les ressources et donc de procéder à la fracturation, forage, extraction des hydrocarbures non conventionnels, justement parce que tout à coup, en 2018, en fait, le gouvernement Couillard, à l'époque, se retrouvait devant une échéance électorale, donc à la fin, aux alentours de septembre, je pense, ou quelque chose comme peut-être octobre 2018, et a décidé de mettre en place, en fait, pour verdir peut-être un peu sa plateforme politique, décidé de mettre en place des règlements qui sont extrêmement restrictifs à l'égard de l'exploration des hydrocarbures. Et donc, ces règlements-là sont contestés par Gaspé Énergie. Et une des questions qui se posait, c'était, par Gaspé Énergie, nous, en fait, on n'a pas eu l'occasion. Il y a eu une publication des projets de règlement dans la Gazette officielle du Québec à plusieurs reprises. Il y a plusieurs projets successifs de règlement qui ont été présentés. Et notre opinion, oui, on a peut-être eu l'occasion de la présenter à l'égard d'une des versions antérieures de projet de règlement, mais jamais sur le dernier projet de règlement qui, lui, a été mis en vigueur, a été décrété par le gouvernement. Alors, la question, c'est dans quelle mesure il faut consulter aussi, en vertu de la loi, sur les règlements. Il y a un processus de consultation qui est mis en place par la loi sur le règlement et qui permet aussi à vous et moi, a priori, de se prononcer sur le règlement. Donc, encore une fois, il y a cette interaction, à mon avis, entre les différentes échelles de participation, les différents mécanismes de participation qui sont en place, des mécanismes qui sont acquis depuis belle lurette. La loi sur les règlements, ça fait depuis longtemps qu'en fait, les projets de règlement sont soumis à une consultation. Ça ouvre aussi la porte à potentiellement, je ne dis pas que ces arguments-là vont être validés, peu importe, c'est pas ça, mais ça ouvre potentiellement la porte à des arguments basés sur l'aspect procédural de la justice administrative qui est rendu dans le cadre d'un processus d'autorisation de droit administratif. Donc, toutes ces questions-là, quant à moi, sont... c'est des questions à l'égard desquelles j'ai beaucoup de difficulté à me positionner. Puis j'ai parlé beaucoup trop longtemps. J'aurais voulu inviter le débat. J'espère que je ne vous ai pas fait peur et que vous allez participer.